travaille sur la police, donc je travaille sur l'institution qui est l'œil du prince. La police française, c'est une police qui a cette tradition forte de surveillance, d'infiltration, de pénétration de la société dans ses plus intimes recoins et qui doit donc regarder. Fouché avait développé, qui était ministre de la police, à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles, ministre de la police de Napoléon, dont Napoléon n'arrivait pas à se défaire. Fouché avait forgé la métaphore de l'œil pour la police. La police, c'est l'œil du gouvernant. Elle doit tout voir. Et ce qui est intéressant chez lui, c'est que il imposait en même temps des limites à la police. Il disait la police ne peut pas tout faire, elle est circonscrite dans ses actes par nature, mais elle ne peut pas s'empêcher, elle ne doit pas s'empêcher de tout voir. Donc il avait bien conscience du pouvoir de cette institution, du pouvoir dolosif de cette institution, qu'il fallait empêcher, qu'il fallait restreindre, qu'il fallait en tout cas contrôler, mais la connaissance, elle, était infinie. Et ce qui est intéressant, c'est que Napoléon, lui, qui savait bien qu'il était également, personnellement, sous le regard de la police de son ministre, défendait plutôt l'idée qu'il fallait restreindre même ce pouvoir-là de la police. Et Napoléon disait que l'art de la police est de ne pas voir ce qu'il est inutile qu'elle voie. La notion de signal faible, qu'on entend toujours dans les doctrines policières, c'est ce qui est nécessaire de repérer, même si c'est sous les radars, même si c'est à bas bruit, même si c'est donc un signal faible, parce que les signaux faibles, ce qui n'apparaît pas immédiatement visible, évident comme étant source de danger, doit être repéré, consigné, enregistré, traité. C'est cette idée d'une surveillance qui n'a plus de limites. Une autre image, bien sûr, c'est celle du big data, c'est-à-dire de l'aspiration de l'ensemble des données que les êtres humains échangent entre eux. Je prends le métro, je mets ma carte Navigo à l'entrée du métro, ça fait un bip. Ce bip, c'est une donnée, c'est une data. Ça peut être un signal de quelque chose, il faut l'enregistrer. Et donc, toutes ces affaires de surveillance électronique, de big data, renvoient très exactement à ce qu'il est utile, ce qu'il est inutile de voir, ce que la police peut faire, ce qu'elle ne doit pas faire, et ce qu'elle peut voir et ne doit pas voir. C'est, au fond, depuis Fouché, on a 2 siècles d'une institution qui se conçoit bien comme une institution détentrice de la force physique, du pouvoir de tuer, du pouvoir de faire mal, et qui sait que ce pouvoir ne peut pas être exercé sans limite. En revanche, dans sa capacité de voir, de connaître, elle ne saurait avoir de limite. Si on revient à cette idée de Fouché selon laquelle la police est l'œil du gouvernant, intéressant de voir que l'œil, c'est, disons, on n'est plus dans une fonction rigoureusement scopique de la police. La police, elle entend, surtout elle enregistre, elle absorbe, elle code, elle trie, elle classifie. Mais elle absorbe absolument tout ce qui l'entoure. Donc du coup, évidemment, on pourrait dire d'une certaine manière, pour reprendre une image qui n'est pas du tout celle de Fouché, mais évidemment qui est celle de Bentham, c'est la fameuse fonction panoptique de la police et le fait que partout elle est au centre des choses et que dans la plus grande discrétion possible,
pour justement éventuellement aménager des effets de surprise, d'invisibilité, elle doit voir, elle doit connaître. Si on en reste au niveau des images, vous vous souvenez que les policiers de Fouché étaient les mouches, c'est-à-dire les mouches du coche, hein, c'est-à-dire les mouches qui accompagnent le cocher dans tous ses voyages, parce qu'en fait, elles tournent autour du canasson. Dans les systèmes de transport de l'époque, l'ambition de Fouché était toujours qu'il y ait un de ses agents qui soit la mouche des transports et qui enregistre l'ensemble de ce qui se dit d'une ville à l'autre et qui connaissent ainsi la société. C'est intéressant de voir que le regard de la mouche est justement multidirectionnel. C'est en effet un animal qui a une capacité de vision beaucoup plus forte que la nôtre et on retrouve cette idée de circularité du regard qui ne laisse rien dans l'ombre. On a un collègue, Michel Senelard, qui est historien à Lyon, qui avait fait un travail sur les arts de gouverner et qui avait étudié les manuels à l'usage des princes. Avant l'époque moderne, les manuels à l'usage des princes étaient dans un premier temps centrés sur ce qu'on appelait à l'époque le miroir des princes, c'est-à-dire cet outil, le simple miroir dans lequel le prince devait se regarder lui-même pour lire sur son visage les émotions qui le travaillaient, pour chasser de son visage les émotions qui étaient susceptibles de le trahir, et pour, en quelque sorte, acquérir la plus grande impavidité, la plus grande placidité face au monde. Le prince, il devait tendre à incarner un être solide, immuable, non soumis aux émotions et notamment à la colère, impassible face aux choses. Et puis, donc le travail du prince, l'art de gouverner, c'est d'abord l'art de se gouverner soi-même. Et donc l'art de gouverner, c'est l'art de se voir. Et puis petit à petit, à mesure que les cabinets des princes, les cabinets ministériels s'accroissent, que l'administration naît, qu'on a la capacité aussi à connaître la société, à accumuler du savoir et de la connaissance sur la société, eh bien le miroir du prince se tourne légèrement autour de son axe. Et le prince doit, plus que lui-même, connaître d'abord ceux qui le conseillent et qui se tiennent autour de lui. L'art de bien gouverner devient l'art de bien s'entourer, et pour le prince, l'art de bien connaître ceux qui le conseillent, l'art de maîtriser son administration, l'art d'être toujours au sommet de son administration. Et on va retrouver ça bien sûr dans l'affrontement entre la police et le gouvernant. La police est toujours cette administration qui a la capacité d'en savoir plus que celui qui la gouverne, d'en savoir plus que les gouvernants, et donc la police est cette institution qui connaît la société mieux que celui qui est censé la régir, et donc qui finalement exerce le véritable pouvoir. Et c'est intéressant de voir, si on s'intéresse au regard, justement de voir ces jeux de regard comment ce jeu de regard du prince vers lui-même
qui se reflète dans son miroir, au miroir utilisé comme outil de surveillance du prince à l'égard de son administration. C'est intéressant de voir comment le regard est au cœur de la fonction de gouverner. La police, elle n'est pas limitée dans son ambition de tout voir. Et c'est son vrai problème, parce qu'aujourd'hui ça lui coûte très très cher. Il faut s'équiper pour ça, pour connaître les milliards de données qui sont produites par tous ces systèmes informatisés que nous sommes nous sommes des systèmes informatisés. Nous promenons avec 4 ou 5 puces. Au cours d'une journée, on doit émettre chacun au moins une dizaine de bips, sans compter les connexions Internet. Donc là, on monte à la centaine et au fil d'une année, on est des producteurs monstrueux de données. La police, elle a quand même l'ambition de connaître de l'ensemble de ces choses-là. Et donc elle bute sur une difficulté qui est une difficulté budgétaire, et puis ensuite une difficulté méthodologique, comment trier, ordonner et comprendre. C'est son problème éternel. Du coup, et qui nourrit quand même une controverse au sein des services de police. Est-ce qu'il faut du renseignement électronique ou est-ce qu'il faut du renseignement humain? Est-ce qu'il faut en gros du quantitatif ou est-ce qu'il faut du qualitatif? C'est un débat qu'on retrouve à chaque discussion parlementaire sur les lois de renseignement en France, par exemple. La loi du 13 novembre 2014, la loi de juin 2016. À chaque fois, on craint, bien sûr, une confiance aveugle dans la capacité des machines à connaître, et on préfère se reposer sur ce que les Américains appellent de Human Int, de l'intelligence humaine, c'est-à-dire de l'infiltration, de la connaissance de gré à gré, de main à main, de bouche à oreille. On connaît des régimes qui ont fait ça, par exemple l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Est, donc la RDA, disposait jusqu'en 89 d'un ministère qui était essentiellement un ministère de la surveillance, la Stasi, le ministère pour la sûreté d'État, mais de dizaines de milliers de travailleurs informels. De collaborateurs informels, on appellerait ça en français, en langue administrative française, des collaborateurs informels du service public, inoffizielle Mitarbeiter. Ça, c'est une société de surveillance humaine. Très peu de techniques, beaucoup d'humains. C'est évidemment extrêmement coûteux, mais coûteux aussi pour la société, qui doute de tout et de tout le monde. Du coup, la surveillance électronique est évidemment une surveillance beaucoup plus indolore, pourvu qu'on ne détourne pas les fichiers collectés de leur fin première, et qu'on ne les utilise pas à mauvais escient. Bon. Au fond, on pourrait inventer des dispositifs destinés à contredire, à ruiner, à résister contre la surveillance. Le premier type de dispositif qu'on pourrait inventer, c'est de mettre des bâtons dans les roues, d'empêcher de voir, d'installer par exemple sur Internet, d'aller dans l'Internet profond, ou bien d'installer des codes irréfragables, tout un tas de choses qui empêchent de voir, ou bien au contraire de vivre, de s'offrir en toute transparence au gouvernant. Plus le gouvernant accumule de données, et moins il saura les traiter. Et au fond, le projet de tout connaître est ruiné d'avance par son ambition même. On a deux modèles, si vous voulez, de surveillance. Le premier modèle, c'est de modèle littéraire. Le premier modèle, c'est Orwell, où un Big Brother connaît de l'ensemble de la société. Et le deuxième modèle, évidemment, c'est Kafka, où les gouvernants eux-mêmes ont généré des machines dont ils perdent le contrôle et
et qui frappent un peu au hasard de leur mécanique, un tel ou un tel. Au fond, cette dialectique-là, Orwell, Kafka, les gouvernants en ont tout à fait conscience. Et c'est quelque chose qui les anime à chaque discussion sur comment équiper l'État de dispositifs de surveillance.